On va poursuivre avec la présentation de Dr Grégoire Odenfinger, qui est cardiologue au CHU Sainte-Justine et qui fait de la recherche, en fait, principalement sur la génétique humaine des malformations cardiaques. Donc, Grégoire, je t'ai une introduction plus courte. Oui, merci beaucoup, Caroline, et merci beaucoup au comité organisateur d'avoir organisé cette belle journée. Je suis impressionné par la profondeur et aussi l'horizon de tout ce que vous avez préparé. Donc, chapeau à toi, à Daniel, à tous ceux qui contribuent, aussi à vous tous qui nous permettez vraiment de rassembler ces détails pour, en fin de compte, aider les patients à vivre une meilleure vie, une vie en santé à long terme. Voilà. Donc, je sais que la majorité d'entre vous ne sont pas cardiologues. Donc, je vais vous faire une promesse. Premièrement, I'm trying to get you out of here real quick. Ça, c'est une chose. Mais l'autre chose, je veux juste vous rappeler quelques faits de base sur comment on mesure la fonction cardiaque et c'est quoi quand on parle de cardiotoxicité des anthracyclines. Donc, les anthracyclines, la doxorubicine qui est utilisée cliniquement, on les administre pendant la phase aiguë de la maladie. Et après l'administration de doxo, on observe 3 phases de cardiotoxicité. Et un peu arbitrairement, on les classifie en aigu, early onset et late onset. Donc, aigu, c'est un dommage qu'on peut observer dans les premiers jours après l'administration. Souvent, dans les mesures que vous voyez pour évaluer ce dommage-là, on retrouve les biomarqueurs tels que la troponine. La troponine est une protéine de l'appareil contractile, donc de l'appareil qui fait pomper le cœur. Et ça, c'en est une qui est présent juste dans le cœur, donc pas dans les muscles squelettiques. Si vous faites un marathon, la troponine va être à 0, à moins que vous ayez un dommage cardiaque. Okay? Donc, c'est hautement spécifique pour le cœur, sauf que, et ça, je pense, Melissa Hudson a fait allusion et Paul Nathan aussi dans leur présentation, pour l'évaluation du dommage en phase aiguë, les avis sont encore partagés. La troponine, clairement, n'est pas le meilleur biomarqueur. Après 1 an, il y a des patients, encore une fois, dépendants de la dose, qui vont présenter une cardiotoxicité, une cardiomyopathie due à un remodelage néfaste du muscle cardiaque. Donc, suite à l'administration de la doxorubicine, ça commence à se remodeler et ça fait ça de façon assez précoce avec, par exemple, de la fibrose ou tout simplement de la perte de masse contractile. Nous, avec l'étude qu'on fait, on intervient ici. On intervient dans ce qu'on appelle late onset cardiotoxicity, donc la toxicité qui apparaît tardivement. Vous avez vu les critères d'inclusion à l'intérieur de l'étude pétale, donc c'est minimum 5 ans. Donc, on est plusieurs années après l'administration du médicament. Comment est-ce que ça fonctionne? Et ça, je pense que c'est une diapo que vous avez déjà vue ce matin. Nous savons que les anthracyclines qui ont été découverts à partir d'un streptomycète, donc similaires aux antibiotiques, c'est une protéine dont la cible moléculaire à l'intérieur de la cellule est la topoisomérase. Cette enzyme-là est requise pour réparer l'ADN en principe. Et nous avons plusieurs formes de topoisomérase. La cellule cancéreuse vit essentiellement sur la topoisomérase de alpha, donc l'isoforme alpha. La doxorubicine, par contre, ne distingue pas entre la forme alpha, qui fait vivre la cellule cancéreuse, versus la forme bêta, qui est important à l'intérieur de la cellule cardiaque. L'attaque
de la doxorubicine, donc les anthracyclines qui vont s'attaquer à la topoisomérase ici, est en principe en amont de tous les changements qu'on observe au sein du cardiomyocyte par la suite. Donc, d'inhiber la fonction de cette enzyme ici fait en sorte que les mitochondries vont souffrir, les reactive oxygen species, les radicaux libres vont se former, et il va y avoir aussi des bris d'ADN qui ne seront pas réparés. Et pour tous les trois cascades moléculaires, on va pouvoir trouver des signes typiques par la suite. Par exemple, l'utilisation d'oxygène du muscle cardiaque va être altérée. Et les radicaux libres vont être libérés et vont se retrouver dans le sang. C'est là qu'on va pouvoir les mesurer par la suite. Les bris d'ADN amènent une sénescence précoce. Donc, vous avez vu que quelques-unes des maladies qui ont été décrites dans les présentations de Melissa Hudson et Paul Nathan, c'est des maladies qui, en principe, sont typiques pour le sujet aîné. Donc, vous voyez que ça, c'est des cascades qui sont en aval de la topoisomérase de bêta. La seule possibilité d'améliorer ça ici, l'attaque des anthracyclines sur la topoisomérase, c'est de donner la dextrazoxane. Alors, pour diagnostiquer la cardiomyopathie suite aux anthracyclines, nous disposons de plusieurs modalités d'imagerie et d'examen cardiaque. Donc, c'est clair que une des choses les plus puissantes, encore aujourd'hui, c'est tout simplement le questionnaire du patient. Ça, c'est une question de lifestyle, beaucoup plus que d'autres choses. C'est quoi les activités physiques que tu fais dans ton quotidien? Et ça, à l'intérieur de l'étude pétale, c'est Daniel Curnier qui chapeaute ça, et je lui laisse la présentation pour une autre journée comme celle-ci. Cette activité physique, elle peut être quantifiée avec des questionnaires. Et c'est ce que nous faisons à l'intérieur de pétale de façon très, très, très précise. Au-delà de ça, en termes d'imagerie, en termes de ce que nous faisons avec les appareils, bien évidemment, la première modalité qui vient à la tête de tout le monde, c'est l'échocardiographie. Les avantages, les coûts sont relativement faibles et c'est disponible dans beaucoup de centres. Ce que nous avons vu ce matin et cet après-midi dans les présentations, c'est que la sensitivité des mesures standards de l'échocardiographie est relativement limitée, surtout pour le groupe qui nous intéresse le plus à l'intérieur de pétale. Donc, les ALL, les risques standards, c'est des doses relativement faibles, et les hauts risques, c'est des doses de doxorubicine qui sont encore inférieures aux doses que vous allez retrouver, par exemple, dans les tumeurs solides. Donc, pour le groupe à risque modéré ou faible, selon les recommandations de pas mal tous les organismes de guidance, COG et autres, pour le groupe à risque modéré ou faible, ça ne donne pas beaucoup de sensitivité. La ventriculographie à radionuclide a un avantage qui est la mesure directe des volumes. Par contre, c'est lié avec à une dose d'irradiation, bien évidemment. C'est plus coûteux. Ce désavantage, on ne l'a pas avec l'IRM. Donc, la résonance magnétique a plusieurs avantages très concrets. Premièrement, on peut caractériser en grand détail le tissu directement. Donc, il y a des signaux spécifiques, par exemple pour un tissu cardiaque qui a de la fibrose. Donc, quand il y a le remodelage néfaste, ça, on peut le quantifier en IRM. On peut mesurer les volumes, on peut mesurer la fonction. Par contre, les coûts et la disponibilité sont des désavantages très clairs de cette modalité. Les tests d'exercice, par contre,
nous permettent une mesure directe de la réaction physiologique à l'exercice. Donc, ça nous permet de mesurer à quel niveau le cœur est capable de faire face à une demande d'oxygène plus élevée dans les tissus. Est-ce que vous êtes capable de livrer le débit en volume sanguin par minute, par exemple, pour perfuser tous les tissus? En ce qui concerne notre cohorte, c'est faisable dans beaucoup de patients, mais pas tous. Si nos patients ont des nécroses de la tête du fémur, par exemple, ça va être prohibitif. C'est du monde qui ne peut pas courir, qui ne peut pas faire du vélo. Donc, comment est-ce que nous approchons ça à l'intérieur de Pétale? Donc, premièrement, nous faisons une échocardiographie standard. Nous faisons ensuite une écho qui inclut les nouveaux paramètres du strain. Je vais revenir là-dessus. Et nous allons faire aussi, nous allons mesurer l'hémodynamique suite à l'exercice. Ça, c'est des données qui vont être rentrées à travers les données de toute la cohorte. Donc, quand on voit les belles données de Valérie, de Nathalie et tous les autres, les données génomiques qui vont être générées, ce qui va être extrêmement intéressant dans notre cohorte, c'est qu'en principe, pour chaque patient, d'un coup, on dispose d'un dataset qui est très profond. Alors, notre hypothèse, premièrement, nous avons des patients qui ont eu une leucémie aiguë avec un risque standard versus haut risque. C'est des doses différentes de doxorubicine. Donc, on peut s'attendre à des effets selon la dose. Et nous avons aussi l'hypothèse que les paramètres de strain, donc les nouvelles technologies, nous permettent de découvrir des atteintes sous-cliniques. Donc, je m'excuse. Donc, on fait une échocardiographie, une analyse de strain et une cardiographie impédance avec un test d'exercice sur le vélo. Je vais juste vous expliquer quelque chose que je pense qui est très, très important, qui est basique peut-être pour quelques-uns qui le connaissent, mais qui est super important pour comprendre ce qui se passe quand votre patient, par exemple, part de l'étage chez vous, il s'en va en cardio et il a une mesure de sa fonction cardiaque. Le ventricule gauche, on peut le voir comme un conus, ça pompe tout le temps. Et ce que vous voyez ici en 2D, en haut ici, ça, c'est le ventricule gauche ici. Ça va être l'apex, donc la pointe du cœur. Ça, c'est ce qu'on appelle la paroi postérieure. Ça, c'est la valve aortique ici. C'est la valve mitrale en arrière. Et ça va pomper tout le temps. Et nous, on met notre curseur d'une façon standardisée. Ça doit affronter le septum interventriculaire ici dans un angle à 90 degrés. Et nous, on voit ce mouvement dans le temps avec chaque battement. Donc, vous pouvez mesurer à combien de pourcents ça se raccourcit à chaque battement. Et ça, c'est ce qu'on appelle la fraction de raccourcissement. C'est en principe le pourcentage de raccourcissement entre la télédiastole, la fin du remplissage, versus la télésystole, la fin de l'éjection. Donc ça, c'est une mesure très importante, qui est la mesure standard de la fonction cardiaque et qui, en plus, permet de mesurer l'épaisseur des parois et qui permet de nous extrapoler ce qui est pompé en volume. Il y a, donc ça, c'est le résumé de l'étude classique qu'on fait pour évaluer la fonction cardiaque. Et comme Paul Nathan avait déjà mentionné, on a de nouvelles possibilités maintenant. Et ça, c'est un cœur qu'on appelle ici en apical 4 chambres. Vous voyez la chambre gauche, le ventricule gauche qui va éjecter dans le corps. Et ce que vous voyez ici, c'est qu'en différentes couleurs, vous avez maintenant différents segments. Par exemple, ici, en vert et en pink, vous avez deux segments de ce qu'on appelle l'apex du cœur. Ici, ce serait un segment basal et ça serait la paroi libre.
Et maintenant, ce que vous pouvez faire de frame en frame, quand ça contracte, vous pouvez mettre l'ordinateur à regarder les pixels. Donc, vous avez tous un appareil digital aujourd'hui, donc vous savez ce que c'est un pixel. Ici, par exemple, le pixel, ici, il va bouger. Le pixel, il va bouger avec le battement. Quand ça contracte, les pixels, par exemple, ils vont se rapprocher. Et c'est ce que notre logiciel, il fait par la suite. Notre logiciel, il va regarder... Oups, je m'excuse. Même chose qui se passe ici. Donc, ce que vous voyez ici, c'est que... un instant. Voilà. Ce que vous voyez ici, c'est que le long du cycle cardiaque, ça, c'est un cycle cardiaque. Et il y a différents segments. Ici, par exemple, ça, ce serait le segment en pink, ça serait le segment en vert. Donc, ça, c'est apical, qui va montrer un mouvement relatif, un pixel versus l'autre. Et ça, c'est calculé dans une unité arbitraire qui est mesurée en pourcents. Et ça, par chaque battement, vous obtenez maintenant un survol de la fonction régionale du cœur. Vous pouvez aussi aller plus loin et mesurer carrément la vitesse avec laquelle ça se passe. Et la vitesse, elle va être donnée en centimètres par seconde. Donc ça, c'est de nouveaux paramètres que nous évaluons pour découvrir des atteintes sous-cliniques. Et voilà nos premiers résultats. Donc, comme dans la cohorte métabolique, nous sommes ici avec des données préliminaires, je souligne préliminaires, mais quand même très intéressantes, sur 118 patients, où nous avons un total de 48 risques standards et 70 risques élevés. Et que nous avons évalués complètement pour 2D, 3D, et les nouvelles analyses de strain. Là, nous avons dû exclure, malheureusement, dans notre premier round, quand même à peu près 40 patients, donc un tiers, pour certains paramètres de strain dus à des difficultés avec l'acquisition. Pour calculer le strain, vous avez besoin d'une qualité de l'image supérieure, et ça, c'est pas facile du tout. Alors, dans les résultats, ce qui sont nos premiers résultats, c'est que, premièrement, ce qui est attendu, c'est que nos patients avec un risque élevé sont plus âgés que ceux qui ont un risque standard, donc ça, c'est significatif. Au niveau de la tension artérielle, nous avons une tendance quand même assez significative pour des tensions artérielles diastoliques plus élevées que chez les risques élevés que chez les risques standards. Les paramètres classiques de l'écho, comme la fraction de raccourcissement, les volumes extrapolés sur la fraction de raccourcissement, il y a relativement peu de différence quand on regarde la cohorte totale. Par contre, il y a plusieurs choses intéressantes qui sortent et qui sont en partie en concordance avec ce qu'on a décrit dans la littérature auparavant. Quand on regarde la paroi postérieure du ventricule gauche, donc la paroi libre, la paroi qui est la plus exposée au stress de la paroi, nous savons déjà que dans d'autres études, une croissance anormalement basse après traitement de doxorubicine a été observée. Ce que nous retrouvons, c'est que la paroi postérieure, chez les hauts risques, elle est plus fine, la paroi. Elle n'est pas aussi épaisse que chez les risques standards. Et nous voyons très probablement comme un phénomène compensatoire que cette paroi-là, elle doit contracter plus pour livrer la même marchandise. Et ça, c'est reflété aussi dans un autre paramètre qui est le Doppler tissulaire, qui très probablement indique que la pression au remplissage du ventricule est légèrement plus élevée
après un traitement de ALL pour un risque élevé versus un risque standard. Donc, c'est un ventricule où la paroi est plus fine, elle doit compenser, et c'est un ventricule qui a un peu plus de misère à se remplir. Dans les tests de fitness physique, ce qui est très intéressant, c'est que dans le groupe risque élevé versus le groupe risque standard, nous voyons une diminution de la capacité d'assimiler l'oxygène. Donc, il y a moins de demande d'oxygène. En d'autres mots, à l'effort maximal, il y a moins d'oxygène qui est brûlé. Il y a moins de CO2 qui est produit, il y a moins de ventilation qui se fait. Ça ne nous dit pas encore, et ça c'est encore en train d'être analysé, ça ne nous dit pas encore à quel niveau ça se passe. Vous connaissez tous la pub pour les camions, Hockey Night in Canada, une Ford F-150 ou une Dodge Ram. C'est la belle vue de la prairie canadienne avec le gros truck qui remorque un énorme camion. En principe, c'est en plein ça. C'est que vous avez un moteur qui doit brûler l'essence, qui doit avoir un take-up d'oxygène qui va produire un gaz après combustion, le CO2, et qui va essayer de faire ça à très grande cadence. Donc, si vous avez moins de production de O2, vous ne savez pas encore, est-ce que c'est parce que le moteur est plus économique pour livrer la même marchandise? Vous ne le savez pas encore. Ce que vous ne savez pas encore non plus, c'est que, est-ce que c'est le long de la chaîne de respiration ou est-ce que c'est le long de la chaîne d'oxygénation dans les tissus? Est-ce que c'est au niveau cardiaque ou au niveau musculaire? Est-ce que c'est tout simplement un déconditionnement? Donc, je dois vous rendre attentif que nous avons collectionné toutes ces données-là. Et ces données-là sont encore en train d'être analysées. Nous ne les avons pas encore, mais ça, c'est hautement significatif. Ça démasque une atteinte sous-clinique que nous ne sommes pas capables de capter avec une échocardiographie normale. C'est très, très important déjà de savoir ça, et ça, on n'est même pas encore rendu à la moitié de la cohorte. Ça fait aussi avec d'autres données préliminaires que nous avons. Donc, si vous dépensez plus d'énergie quotidiennement avec votre questionnaire d'activité physique, eh bien, vous êtes capable de fournir ce qu'on appelle rate pressure product. Ça, c'est quand le camion monte la pente dans votre film, dans votre publicité, hein, quand il monte la pente, et puis le gars, il doit tirer la grande remorque. Ça, c'est quand votre rate pressure product augmente. Quand le moteur tourne très vite et vous générez beaucoup de pression. Okay? Donc, si vous dépensez plus d'énergie quotidiennement, vous êtes mieux entraîné, donc vous livrez plus de rate pressure product. Et vous savez aussi que ce que nous avons vu aussi, c'est que les patients dans le groupe haut risque ont moins de temps avec des activités intenses, activités physiques intenses. Quelle est la poule, quel est l'œuf? Nous ne le savons pas encore, mais je pense que le défi pour nous, c'est aussi de définir la séquence des événements. Est-ce que vous avez d'abord une atteinte cardiaque, osseuse, neuropsychologique, endocrinienne ou autre, qui fait en sorte que vous avez moins envie de pratiquer, et ça vous fait perdre encore du calcium et ça mène à une fracture vertébrale, ou est-ce que c'est l'inverse? Est-ce que vous avez d'abord une atteinte orthopédique ou autre qui fait en sorte que vous ne pouvez plus coordonner les mouvements de façon adéquate, et c'est ça ce qui réduit votre envie de pratiquer des sports? Notre volet dans notre étude, c'était une étude rétrospective. Je vais juste faire un survol rapide. On a pris des patients avec leucémie aiguë qui, encore une fois, avaient à peu près avec les mêmes critères d'inclusion, d'exclusion que pour Pétale, sauf que c'est une étude rétrospective, cette fois ici, tirée à partir de la biobanque de votre service. On a analysé 33 polymorphismes communs dans les
cascade moléculaire que vous avez déjà vue cet après-midi avec Paul Nathan, détoxification suite à la doxorubicine et autres. Et nous avons regardé les données cardiaques, nous avons rentré ça dans une régression linéaire. Et je veux juste souligner un seul résultat qui me semble très, très important. Donc, nous avons une enzyme pour synthétiser du NO au niveau endothélial, en principe dans la vasculature, qui s'appelle NOS3. Et là, il y a un polymorphisme commun qui a quand même certaines répercussions fonctionnelles. Si vous avez une asparagine au lieu d'une glutamine, ça va produire moins de NO. Ça va produire, en fin de compte, moins de radicaux libres. Et nous avons vu que dans un modèle, quand nous avons analysé la fraction d'éjection du ventricule, nous avons vu quand même que dans cette cohorte-là, ça suit un patron récessif si on regarde la réponse de la fraction d'éjection long terme après le traitement par rapport au génotype. Et ce qui est encore plus important ici, c'est que c'est largement expliqué par les risques élevés et pas par les risques standards où l'effet il est moindre. Donc on peut se demander maintenant si on a déjà une drogue qui intervient dans le pathway, qui est la dexrazoxane, qu'est-ce qui arrive si vous donnez la dexrazoxane? Eh bien, regardez ce qui arrive. Quand vous n'avez pas de dexrazoxane, cet effet-là, il est encore plus élevé. Et quand ça, c'est dans les risques élevés. Et quand les risques élevés ont le génotype TT, l'effet protecteur de la dexrazoxane disparaît. Donc, si vous produisez moins de NO de façon endogène, eh bien, le médicament qu'on donne, il fait moins effet. Donc, ici, je vous montre 3 facteurs, si vous voulez, maintenant, qui interviennent dans cette cascade ici et qui se chevauchent avec tout ce que vous avez déjà vu cet après-midi. Premièrement, des facteurs génétiques. Ils incluent une interaction pharmacogénomique avec un médicament qu'on pourrait peut-être mieux cibler si ce résultat-là était validé. On a beaucoup parlé déjà, je pense Daniel va nous élucider ça de façon plus détaillée une prochaine fois, de l'exercice physique. L'exercice physique qui intervient évidemment au niveau conditionnement. Vous avez plus de mitochondries, vous êtes mieux avec vos sarcomères, avec vos vaisseaux si vous vous entraînez. Et bien évidemment, la nutrition qui intervient à toutes ces étapes-là aussi. Donc, je pense que l'échocardiographie au repos, elle reflète quelques dommages, mais je pense que c'est surtout le démasquage durant l'exercice qui nous fait démontrer une différence entre les risques standards et les risques élevés. Je pense que nous avons des données préliminaires très intéressantes pour des facteurs génétiques qui influencent le risque de cardiotoxicité. Et je pense que c'est l'ensemble de ces facteurs-là qui jouent sur le risque cumulatif à long terme. Et ça, c'est tous des facteurs qui interviennent au niveau du couplage entre le système cardiaque et le système vasculaire. Donc, on ne peut pas regarder l'un séparé de l'autre. Je pense que ce que nous visons maintenant à l'intérieur de l'étude, c'est de mieux caractériser les tissus, de mieux caractériser l'interdépendance de ces différents facteurs et de développer des stratégies de stratification du traitement, une médecine personnalisée, déjà au début pour le traitement, mais aussi pour la prévention secondaire afin d'éviter les dommages à long terme. Avec tout ça, je conclus et je remercie tous ceux qui ont participé, qui nous aident, vous tous, ainsi que les partenaires de financement. Merci beaucoup.